Merci et bonjour. Donc moi j'ai 45 minutes environ pour faire un état des lieux et vous projeter dans la relocalisation avec un W. Alors ça ne vous a pas échappé. J'ai mis le W, c'est pas anodin, c'est parce que je pense qu'il va falloir être bas carbone, on le sait, mais derrière le low, il y a aussi une idée de slow, de ralentissement. On parle de la slow economy. Parce qu'on voit bien que la course à la performance, et on verra que ce n'est pas la clé dans un écosystème, cette performance, cette accélération nous emmène droit vers une dislocation, un effondrement, une incapacité à vivre sur cette planète. Donc il va se poser beaucoup de questions dans les prochaines années. Alors, je commence si ça fonctionne. Ouais. Mon parcours, vite fait, il a été dit. Je prends la parole une bonne partie de ma semaine. Et l'autre partie de ma semaine, je gère une maison d'édition locale, La Mer Salée. Pour les amateurs de bande dessinée, vous ferez le lien. Non. Corto Maltese, Balade de la mer sur la mer Salée, qui est le premier tome de Corto Maltese. C'est un hommage à ce grand dessinateur Hugo Pratt. Et on publie des essais engagés et des récits utopiques, parce qu'on verra que l'utopie, on en a bien besoin aujourd'hui. Rêver grand, rêver autre chose, et ne pas rester dans l'enlisement quotidien dans lequel on est. Une transition, alors je sais que c'est le thème de la journée, je vais être désagréable en entrée. Pour moi, il ne s'agit pas d'une transition. Il s'agit d'une rupture, il s'agit de quelque chose d'extrêmement radical. Pourquoi? Parce que la transition, ça demande énormément de temps, et en fait, c'est changer sans ne rien changer. Je vais vous provoquer un peu. Au XVIIIe siècle, le modèle économique, c'était l'esclavage pour les Européens. Imaginez une transition. Lundi, mardi, on fouette. Mercredi, c'est jour des enfants. On ne fouette pas. Et jeudi, vendredi, on reprend. Mais non, il n'y a pas eu de transition. Il y a eu arrêt, abolition de l'esclavage en 1848 par Victor Schœlcher aux Antilles françaises, et après, changement de modèle économique. C'est le même enjeu aujourd'hui. On va devoir tout changer en profondeur et très rapidement, car le chronomètre est en route. Et ce qu'on a vécu, ce genre de rupture, mais ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il y en a eu au moins deux qui ont tout changé. La première, c'est il y a 12 000 ans. Pendant 400 000 ans, l'être humain a été chasseur, cueilleur, nomade. Et puis il y a 12 000 ans, avec l'invention de l'agriculture, il s'est sédentarisé. Et la sédentarisation de l'économie change toute l'histoire de l'humanité. Ça, c'est il y a 12 000 ans. Et puis une autre rupture qui est intervenue il y a 500 ans, qu'on appelait la Renaissance, colonisation du monde par les Occidentaux. Richesse incroyable pour les Occidentaux, souffrance pour les peuples colonisés, bien sûr. Et à l'arrivée, le monde a changé. 500 ans plus tard, nouveau changement de paradigme. On est en fin de civilisation, on change de monde. Et cette bifurcation, ce qui est intéressant, j'ai des problèmes avec ma zapette, hein, vous avez remarqué. Cette bifurcation, si on veut le faire à la main, ça va être plus simple. Cette bifurcation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est rarement crédible, envisageable par les contemporains de la bifurcation. Ça, c'est juste pour poser en préambule ce qu'on va aborder, des choses qui vont peut-être paraître difficiles à croire. Le monde féodal, le monde moderne. Aujourd'hui, nous sommes dans la modernité. La science répond à nos problématiques. Ça, c'est la modernité. Les contemporains du monde féodal ne pouvaient pas imaginer le monde moderne. C'est inimaginable. Si on leur avait demandé au XVe siècle d'imaginer ne serait-ce que le XVIIe siècle, vous savez ce qu'ils auraient répondu? Ils auraient fait du futur antérieur. Le XVIIIe, c'est le XVe en mieux. C'est des meilleures productions, c'est des meilleurs outils agricoles, c'est des rendements supérieurs. Mais ce n'est pas du tout le boom technologique qu'on a connu, parce qu'ils ne peuvent pas l'imaginer. Nous sommes à la fin du monde moderne. C'est quoi 2050? On va tous essayer de se projeter toute la journée, et c'est bien de le faire, on a besoin de le faire, parce qu'on va nourrir des utopies. Mais on ne peut pas savoir ce qui va surgir. Parce que par définition, nous n'avons pas les capacités cognitives d'imaginer ce qui n'existe pas encore. Parce qu'il surgira des choses qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore découvertes. Je vous rappelle que la découverte, c'est enlever le couvercle. Enlever la couverture. On n'a pas encore enlevé le couvercle. Donc il va se passer des choses incroyables. Alors avant de faire des choses incroyables, on va juste faire un état des lieux rapide. Je vais être rapide en ce sens que ça a déjà été dit par nos élus, donc je ne vais pas revenir sur le dérèglement climatique, mais juste 2-3 points quand même. Faire un exercice de lucidité, ce n'est pas pour se fouetter, s'autoflageller, c'est parce que la lucidité, ça vient du latin lucidus. Et lucidus, c'est la lumière, c'est l'éclairage. Quand on éclaire l'obscurité, on n'a plus peur. Et on est tous conscients qu'on rentre dans l'obscurité depuis quelques années et que l'obscurité s'épaissit en ce moment partout en Europe et partout dans le monde. La seule façon de traverser l'obscurité, c'est d'être lucide. Quand on éclaire les parois de la grotte, on n'a plus peur d'avancer. On avance, on fera preuve de courage. Si on n'a pas de lucidité, si on n'a pas la lampe dans les mains, on ne peut pas avancer, on est tétanisé. Donc il faut être lucide. Exercice de lucidité sur les questions
climatique, ressources naturelles, vous le savez, notre civilisation moderne est inconsciente, insouciante. Nous gérons très très mal les ressources qui assurent la survie de l'espèce humaine. C'est valable au niveau territorial, c'est valable au niveau national, c'est valable au niveau international. On gère très mal les ressources, on les gâche, et ça débouche, ça a été dit, sur un dérèglement climatique inédit, des hausses des températures colossales. Vous voyez, on est passé au cramoisi durant ces 20 dernières années. Il n'y a plus de vagues de froid quasiment au niveau mondial. Et vous le savez très bien, les sécheresses, les records s'enchaînent. Ça a été dit tout à l'heure, on est tous les 12 mois en glissant, on enchaîne un nouveau record. Ça veut dire quoi? Qu'on va avoir des gros soucis sur la biodiversité. Et la biodiversité, j'ai vu qu'il y avait une table ronde cet après-midi ou une conférence dessus. C'est extrêmement important parce que c'est la base de la vie sur Terre. Les insectes, les micro-organismes, tous ces animaux, l'écosystème, on en parlera tout à l'heure. Sans eux, on ne vit plus. Je vous pose une question, vous avez la réponse. Quelle espèce végétale animale a besoin d'Homo sapiens pour s'épanouir, se développer, se reproduire? Je parle des espèces sauvages, bien sûr. Vous avez la réponse, aucune. Maintenant, réciproque, de quelle espèce Homo sapiens a-t-il besoin pour boire, pour vivre, pour manger, pour respirer? De l'ensemble de la biodiversité, ce qu'on appelle l'écosystème. Et on a encore l'arrogance de penser qu'on va s'en sortir tout seul, sans collaborer avec l'écosystème. Enfin, reprendre notre juste place dans l'écosystème, faire collaborer. Sans collaboration, on ne s'en sortira pas, puisqu'on n'est pas utile. L'être humain a peut-être été utile il y a 300 000 ans, 400 000 ans, 100 000 ans dans l'écosystème. Mais aujourd'hui, on verra qu'il a plus une position de parasite qu'une position d'utilité. Il est plus central. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Quand on a compris ça, on revient à l'humilité. Et on agit. Parce qu'il y a urgence. Ça m'amène à quoi? La seule bonne nouvelle dans le dérèglement climatique, c'est qu'on va faire du Bordeaux et du Côte-du-Rhône en Bretagne. Ça, c'est la seule bonne nouvelle. Le reste, il n'y a aucune bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, vous les connaissez. La région est très exposée aux tempêtes, au recul du trait côtier, bien sûr. Inondation, submersion, je ne rentre pas dans les détails parce que tout ça, vous le savez, c'est juste des rappels. Et puis la question qui va se poser, c'est le coût de l'adaptation. Parce qu'aujourd'hui, nos territoires, comme tous les territoires du monde, ne sont pas encore adaptés. Heureusement, des choses ont commencé, et vous l'avez dit, vous êtes beaucoup dans la salle à agir, mais le coût de l'inaction coûtera plus cher que l'action. Et c'est là où j'en veux aux responsables internationaux, à nos dirigeants américains, français, européens, c'est qu'on y va lentement, on y va trop lentement, il faut se préparer. Parce que combien coûtent les réseaux à reconstruire tous les ans? Combien coûte une rupture de chaîne logistique? Ça coûte très cher. Et l'ONU a pourtant publié des études. C'est des milliards de dollars qu'il va falloir investir. Et ça pourrait être une opportunité formidable de développement. Mais c'est vécu comme une contrainte par certains et certaines. Il est là le problème, c'est culturel. On va y revenir tout à l'heure. L'enjeu, il est culturel. C'est comprendre que c'est une opportunité. Et en fait, tout ça m'amène à quoi? Une première conclusion qui est de dire que notre modèle économique moderne, que ce soit en local ou en international, n'est pas prêt à faire face à ce qui va arriver. C'est-à-dire que je pense que certaines et certains n'ont pas encore pris la mesure de ce qu'on va prendre dans la figure dans les prochaines années. On a évoqué les sécheresses, le manque d'eau, les tempêtes, toutes les conséquences économiques que ça va avoir. Et donc, ça va générer des grosses remises en question, des transformations et donc de l'innovation. Mais à court terme, c'est-à-dire sur les 10 prochaines années, nous ne sommes pas résilients. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale est en flux tendu. En entreprise, on appelle ça le supply chain management, gérer la chaîne des flux. Une entreprise qui dépend d'un flux qui se calcule en minutes et qui arrive de Chine pour son travail quotidien est une entreprise qui est en danger aujourd'hui. C'est une évidence. Toutes les grandes civilisations ont toujours travaillé à l'assurance d'avoir de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation à proximité. Celles qui n'ont pas réussi ont disparu plus rapidement que les autres. Mais c'est le nerf de la guerre, l'eau, l'énergie, l'alimentation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Et derrière, la problématique, c'est qu'on a beau savoir qu'on n'est pas résilient, on a encore des hommes et des femmes dans ce monde qui freinent des deux fers en espérant maintenir à bout de bras un système mortifère qu'on appelle le mythe de la croissance infinie. On l'a vu à la COP28, on le voit se profiler à la COP29, et on le voit au niveau politique, l'Europe met le frein à main sur les questions de transformation environnementale, écologique, énergétique, sociale. Parce que c'est tellement facile de ne pas agir, donc on est dans cette impasse. Rien ne nous arrêtera dans notre folie humaine, sauf le surgissement d'événements inattendus. Et on a vu 2 événements inattendus, même 3, puis maintenant 4, qui sont en train de se mettre en place en l'espace de seulement 3-4 ans. Pour moi, la décennie 2020-2030 est la décennie de tous les possibles, positifs comme négatifs. On rentre dans l'incertitude. Et l'inattendu, ça nous oblige à bifurquer, ça nous oblige à changer, ça met le doigt là où ça fait mal. Et moins on agira,
plus il y aura d'événements inattendus. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on agit, moins il y a d'inattendus. Il y en aura toujours l'inattendu, mais on s'y prépare. Et ces événements inattendus nous rappellent quoi? Que, en fait, ces surgissements d'événements ramènent de l'incertitude, et l'incertitude, c'est la peur. Et la peur, c'est ce qu'on vit aujourd'hui politiquement. Pourtant, l'incertitude a fait partie de la vie. Je suis un adepte d'Edgar Morin, je suis un peu intellectuellement, c'est mon maître à penser. Edgar Morin a cette très belle phrase: on a beau savoir que tout ce qui s'est passé d'important dans l'histoire, dans notre vie, était totalement inattendu, on continue à agir comme si rien d'inattendu n'allait désormais survenir. Eh bien, les entreprises, les territoires, les collectivités doivent mettre dans leur projection, dans leur business plan, une dose d'inattendu, une dose d'incertitude, inévitablement. Si on fait un projet de développement à 10 ans, à 5 ans, en tirant une ligne droite ABC, on fait du Moyen-Âge, quoi. L'avenir, c'est quoi? C'est du futur antérieur. Ça ne se passera pas comme ça, inévitablement. Mais il suffit de regarder l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu de ligne droite. La ligne droite n'existe pas. Tout n'est que succession de bifurcations inattendues et improbables. Sauf qu'à posteriori, on va expliquer que c'était logique. Mais 20 ans avant, on n'en avait aucune idée. Et ça, c'est extrêmement important pour votre façon de voir le monde. Parce que pour moi, c'est une source d'optimisme incroyable, inattendue. Je reviens à la non-résilience du système. Je vais aller très vite et après, on va passer aux bonnes nouvelles. Pourquoi le système n'est pas résilient? Parce que l'économie mondiale aujourd'hui dépend d'énormément d'eau pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour l'industrie, bien sûr. Et l'eau va se faire plus rare. L'Himalaya, 80% des glaciers auront fondu à la fin du siècle. Il y a comme un bassin de 3 à 4 milliards de personnes en aval. Ça pose des vraies questions, hein. L'eau dans nos Alpes, les glaciers auront fondu à la fin du siècle en grande partie. Quid des centrales nucléaires sur les fleuves? On ponctionne déjà 30% de l'eau potable, de l'eau douce, pour refroidir nos réacteurs. Quand le débit sera trop faible, entre le nucléaire et s'alimenter, qu'est-ce qu'on fera? On s'alimentera. Donc, sources d'énergie, il faut les anticiper dès aujourd'hui. Elles seront différentes, inévitablement. Un petit scoot sur l'IA quand même, parce que ça m'agace beaucoup, le technosolutionnisme. Moi, je ne suis pas du tout pro Elon Musk. Ce type est un psychopathe dangereux. Il nous emmène vers un futur extrêmement mortifère, extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, tout le monde en a plein vue de l'IA, l'IA, l'IA. Oui, l'IA est une rupture comme Internet l'a été, et il faut l'intégrer dans sa vie, bien sûr. Mais il faut réfléchir aux conséquences de l'IA. Et l'IA consomme énormément d'eau. ChatGPT, c'est 400 piscines olympiques en quelques jours pour faire des recherches, uniquement ça. Nos serveurs, derrière, il faut les alimenter, il faut les refroidir. C'est énormément de ressources, énormément d'énergie. Et donc, ça serait un mythe de penser que la solution, elle est uniquement là. Elle est peut-être en partie là. Peut-être que les algorithmes vont nous permettre de mieux gérer l'eau, de mieux comprendre les aléas climatiques. Mais on ne peut pas miser sur le 100% technologie. C'est un leurre qui est extrêmement trop dangereux. Je reviens à la technologie et à notre modèle économique. Il est très gourmand en ressources naturelles et la tech est encore plus gourmande que l'économie, on va dire, conventionnelle. Et là se pose une question, l'accès aux ressources. Et vous voyez cette étude qui a été commandée par l'Europe il y a déjà 3 ans, qui disait attention, l'enjeu des enjeux, c'est l'approvisionnement. Vous avez encore la présidente d'Eramet qui disait récemment l'Europe n'a pas les ressources pour assurer son avenir. Et donc on rentre dans la guerre des ressources. Et elles ne sont pas en quantité infinie. Et puis, s'il faut aller chercher des ressources pour faire des téléphones portables et des voitures électriques en déboisant l'Indonésie, ça n'a pas de sens. C'est là où il faut se poser une question de la complexité. C'est que bien sûr, on peut faire des transitions, des transformations. Mais quels sont les impacts en amont de cette transition en aval? Et c'est là où j'appelle une grande systémie dans la façon de voir les choses, une complexité, tout est lié, tout est relié. On ne peut pas déboiser et foutre en l'air le Congo et les sols pour faire des téléphones portables, c'est pas possible. Il faut faire des téléphones durables, qui durent 10 ans, 15 ans, et ça existe. Le Fairphone, par exemple, est un téléphone qui est réparable. Autre point de faiblesse, c'est que cette pénurie de ressources, et vous voyez que tout est lié, va entraîner des tensions inflationnistes, ce qu'on appelle la greenflation, l'inflation des ressources naturelles nécessaires à la transformation de nos économies. Le cuivre manque aujourd'hui. Le cobalt peut manquer. Demain, peut-être qu'il y aura moins de nickel, moins de terbium, moins de néodyme. Ça, c'est une problématique. Tension sur les prix, parce que les prix, c'est les marchés financiers qui les font. Et ça m'amène à un dernier point sur ce constat, et après on va passer à la relocalisation, c'est qu'en plus, l'Occident est dépendant du bon vouloir d'un État dont on ne maîtrise pas les intentions politiques. Les terres rares, vous connaissez toutes et tous les terres rares, 90% des terres rares sont en Mongolie intérieure. C'est eux qui nous fournissent de quoi fabriquer nos éléments numériques, électroniques pour la transformation de nos économies. Si demain il y a un conflit sino-américain avec la Corée du Nord qui rentre dans le bal, le Japon, l'Australie autour de Taïwan, qu'est-ce qui se passe? La Chine fermera les frontières, inévitablement. Ils ne vont pas nous exporter des terres rares pour qu'on fasse des missiles qui leur tombent sur la tête. Alors, bien sûr, personne ne souhaite ce genre de conflit mondial.
mais on a une dépendance à la stabilité chinoise qui est extrêmement dangereuse aujourd'hui pour l'Europe et pour l'économie occidentale. Et ça devrait être une sonnette d'alarme pour nous, se rendre indépendant, réfléchir à autre chose. Et c'est ce que j'appelle l'urgence à relocaliser. Relocaliser, réfléchir, et on n'a pas les solutions. Je pense que dans la salle, personne n'a la solution miracle qui permet de relocaliser l'économie. On en est bien conscient. Par contre, le fait d'en prendre conscience, c'est le début d'une recherche, le début d'une mise en veille, et donc le début d'un processus d'innovation. Donc le processus d'innovation, c'est essayer de trouver les ressources qui vont nous permettre de relocaliser sur le territoire ou en proximité, c'est-à-dire dans une zone d'achalandise raisonnable, les matières premières, les ressources, on parlera de main-d'œuvre tout à l'heure, nécessaires à la survie de l'économie territoriale bretonne. Et quand je dis en local, bien sûr, c'est toute la France, c'est le Maghreb, c'est l'Europe aussi. C'est partout, on peut envoyer un camion, on ne dépend pas d'un avion qui est à 10 000 km. Et bien sûr, ça coûte souvent plus cher de relocaliser certaines activités. Mais ça, c'est le coût de l'assurance. C'est quoi? Quel est le prix à payer le jour où il y a rupture de chaîne logistique qui viennent de Chine? Il y a certaines activités qui s'arrêtent brutalement. Celles qui ont relocalisé une partie de leurs approvisionnements continuent à vivre. Ça coûte cher, mais on continue à vivre. C'est une assurance. Il faut le prendre en assurance, il ne faut pas le prendre en coût uniquement. Et derrière la notion de relocalisation, je vous l'ai dit, il y a la notion de la recherche d'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'autarcie. L'autonomie, c'est assurer sa survie pour pouvoir rayonner sur le monde entier, bien sûr. Il y a la notion de slow, de ralentissement, de frugalité, de sobriété. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces mots-là, on peut en reparler après si vous voulez, mais tout ça, bien sûr, va dans le même sens. Et urgence à relocaliser parce que les émissions de carbone sont importantes dans tous les secteurs. Et il n'y a pas que le carbone, il y a l'impact sur la biodiversité aussi. Jaune. 1% de la population mondiale prend 50% des avions qui volent dans le ciel. C'est un symbole, l'avion. Ça donne le confort de vie derrière matériel. 20% de la population mondiale, en bleu marine, prend l'ensemble des avions qui volent dans le ciel. 80% des humains n'ont jamais pris l'avion et ne prendront peut-être jamais l'avion. Donc qui doit agir en premier? Le petit bonhomme jaune et les petits bonhommes bleus. Parce que là, il y a un effet de levier. Ça, c'est mon passé de financier. Là, il faut agir. Là, il y a du levier. Dans les 80%, il n'y a pas de levier. Très, très peu. Ce n'est pas là le problème. Donc, c'est vraiment un problème loco-régional, occidental, on va dire. C'est au plus aisé d'agir en premier. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de relocalisation et d'innovation au niveau du territoire? Alors, je vais citer quelques exemples bretons, uniquement bretons, volontairement. Ce n'est pas exhaustif. Certains sont peut-être frustrés de ne pas être dans les slides. Je suis désolé. Bon, j'ai pris ceux qui me venaient à l'esprit, ceux qu'on m'a fournis. On en a discuté. En agriculture, il y a des gens qui innovent. Ce jeune garçon dans le Morbihan, il travaille sur des serres bioclimatiques et ça permet d'avoir une production plus forte, plus régulière, avec une température qui peut être régulée l'été comme l'hiver via ce système bioclimatique. C'est des choses qu'on peut déployer, développer. Au niveau de l'agriculture, il va peut-être falloir qu'on passe au sorgho au niveau national et local. Le maïs consomme énormément d'eau, on le sait toutes et tous. On a parlé de manque d'eau, de pénurie à venir d'eau. Comment pourra-t-on faire du maïs dans 10 ans? Il faut peut-être passer à des plantes qui ne consomment pas d'eau. Le sorgho est une plante qui, en termes de protéines, est extrêmement intéressante. Elle a les mêmes vertus que le maïs, et en plus, elle nécessite très peu d'eau, car c'est une plante africaine qui a des racines très profondes. Ça, c'est des choses qu'on devrait expérimenter assez rapidement. Au niveau du traitement des plantes, vous avez plein de start-up sur le territoire, il y a plein de start-up dans la région. On a en Bretagne, par exemple, AgriOdeur, qui expérimente des traitements naturels, qui peuvent en partie remplacer certains éléments chimiques, qui ont un impact sur les sols et les eaux, bien entendu. On a des expérimentations sur la pêche. Vous avez sûrement entendu parler de cette expérience menée par l'Ifremer avec un chalut intelligent. Alors c'est là où l'IA peut être intéressante. C'est-à-dire que si on met l'IA au service de faire des galipettes à des chatons et de savoir de vous faire consommer des choses futiles, ça n'a pas de sens. Par contre, utiliser de l'IA pour embarquer des capteurs dans un chalut et ce capteur est capable de trier les poissons dans le chalut et d'ouvrir des clapets pour laisser sortir les espèces qu'on ne doit pas pêcher, là, ça devient intéressant. C'est toujours l'investissement, le retour sur investissement. Qu'est-ce qu'on dépense comme ressources naturelles? Quelle pollution on accepte? Pour quel effet massif derrière? Un gros effet de levier. Ça, c'est vraiment des expérimentations qu'il faut continuer à mener. En termes de transport, la Bretagne est la région pionnière en termes de transport maritime à la voile. Il y a eu TOT, bien sûr, que vous connaissez toutes et tous.
Grain de Sail, qui ces dernières années a développé aussi sa flotte de bateaux. Et puis récemment, on a Seilcoop, que vous connaissez peut-être moins, qui est une coopérative de transport de passagers. Ils faisaient des transports maritimes entre Toulon et Calvi, de mémoire, enfin la traversée Corse, en 24 heures, en quelques heures. Et là, ils ouvrent cet été la navette Concarneau-les-Glénans sur un catamaran qui a totalement été conçu pour embarquer, je crois, 130 à 140 personnes. Bien sûr, tout ça, c'est des micro-initiatives, mais ça en dit long sur ce qui pourrait advenir dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Ça, c'est intéressant. Autre initiative locale qui m'a beaucoup intéressé, c'est développé en Loire-Atlantique, c'est développé en Bretagne, la consigne. Et ça me fait plaisir parce qu'il y a 12 ans, dans une autre vie, j'étais conseiller RSE, je suis conseiller RSE pour des entreprises, et j'accompagnais dans le sud-ouest les vignerons de Buzet, coopérative de 200 vignerons. Et Pierre Philippe, le dirigeant, je lui disais, Pierre, il faut faire de la consigne, il faut arrêter de transporter tes bouteilles de verre qui sont très énergivores. Il éclatait de rire, non mais ça ne marchera jamais, on ne va pas transporter de l'air, et puis ça coûte trop cher, ça n'a aucun sens la consigne, on n'est plus aux années 1960. Et aujourd'hui, la consigne revient en force, parce que broyer du verre, c'est très énergivore. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours ça me fait mal au cœur de casser un bout de verre dans une colonne de verre, surtout quand c'est un peu manufacturé. Quelques poutres, quelques tasseaux, ça part dans la benne quand c'est bien trié. Et il y a des gens qui, depuis des années, essayent de monter ces plateformes pour mettre en relation les professionnels du bâtiment et remettre en utilisation ces matériaux qui pouvaient être utilisés. Et toutes ces initiatives, elles nous ouvrent une voie qui nous pousse vers la relocalisation, que j'appelle les low-tech, vous le savez, ce qu'on appelle les basses technologies. Les low-tech, c'est quoi? C'est l'inverse du high-tech. On est dans un monde moderne, haute technologie. Nos téléphones sont des Formule 1. C'est bourré de numérique, c'est extrêmement puissant. Nos voitures ont plus de 500 capteurs numériques. C'est énorme. Là où la 4L en avait aucun, je vous rappelle. 4L et 2 chevaux, il n'y a pas de capteur numérique. Et les low-tech, c'est comment on peut assurer l'autonomie du quotidien, comment on peut assurer la pérennité d'un modèle économique en ayant un faible impact environnemental, en ayant une haute efficacité technique, technologique, et en utilisant le moins de ressources naturelles possible. Cette jeune fille, par exemple, elle prend un panneau solaire et elle va augmenter le rendement du panneau solaire, je crois, de 40%. Comment? En faisant pivoter le panneau solaire dans un village où il n'y a pas d'eau, très peu d'eau. Elle fait pivoter le panneau solaire. Et si vous demandez à un ingénieur occidental de faire pivoter un panneau solaire, il va vous mettre un moteur sous le panneau. Oui, c'est logique. Mais l'énergie que le moteur va consommer pour faire pivoter le panneau va rendre le rendement quasiment nul ou de 10%, et donc le coût économique par rapport au rendement ne nécessite pas le fait que le panneau pivote, donc on fait des panneaux fixes. Vous êtes d'accord? Cette jeune fille, elle a une idée géniale, idée low-tech. Comment faire pivoter un panneau sans moteur? Je sens le silence dans la salle, ça tourne. Ben, la solution, elle est simple, ça a été inventé il y a 2000 ans par les Romains, ce qu'on appelle les vases communicants. Une bonbonne vide, une bonbonne pleine à l'est le matin, le panneau est en biais comme ça, une bonbonne qui laisse le panneau de 5 litres, une bonbonne en plastique de 5 litres qui est pleine, accrochée avec une corde bien sûr, une bonbonne vide à l'ouest qui est suspendue. Un tuyau qui relie les deux bonbonnes, de la chaleur qui va faire bouillir par le panneau solaire la température de l'eau toute la journée. Évaporation, transfert de charge, goutte à goutte, et vous avez une bonbonne qui se vide pendant que l'autre se remplit. Et le panneau va tourner tout au long de la journée. Et le soir, qu'est-ce qui se passe? Non seulement vous avez augmenté de 40% le rendement du panneau solaire, mais d'autre part, pourquoi il y a des enfants autour du panneau? Parce qu'ils viennent chercher de l'eau potable. Parce qu'une eau à 100 degrés, c'est une eau qui est potable. Ça, c'est l'approche low-tech. Faire mieux avec beaucoup moins. Moins de déchets, moins d'impact, moins de matériaux, mais un rendement énergétique et un rendement social hyper élevé. Ça, c'est le triptyque qu'il ne faut pas lâcher. Et derrière, ça nécessite une approche intellectuelle qu'on va appeler le do-it-yourself. Réparer, 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 répare toi-même, répare toi-même. L'avenir est à l'économie d'objets réparables et durables. C'est une évidence. Contrainte ressources, contrainte inflationniste,
Contrainte des flux logistiques, des flux matières premières, il faut faire du local réparable, de plus en plus. Il faut qu'on ait les moyens sur le territoire de réparer ce qu'on utilise. C'est une évidence. Ça, pour moi, c'est un objectif à moyen long terme, hein, ce n'est pas du court terme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les ressources en local. Pas très loin, à Concarneau, vous avez le fameux Low-Tech Lab. Je pense que beaucoup le connaissent dans la salle, parce que vous êtes breton. Quand j'en parle dans le sud de la France, ils ne connaissent pas le Low-Tech Lab. Et je leur dis, c'est un lieu incroyable. C'est un lieu où des ingénieuses et des ingénieux sont ensemble et réinventent les objets du quotidien. Alors Corentin de Châtel-Perron a beaucoup œuvré à porter les low-tech au niveau national et les faire connaître. Et souvent, quand je parle de Corentin, je dis aux gens, c'est le Thomas Pesquet des low-tech. C'est qu'il y a Thomas Pesquet qui expérimente des trucs de dingue dans l'espace, et vous avez un gars qui s'appelle Corentin, il se met dans une sphère au Mexique en autonomie. En ce moment, il est dans un appartement parisien, il essaie de vivre en autonomie, en cultivant 2-3 légumes sur un balcon, en recyclant son eau, en montrant qu'on peut vivre en autonomie aussi dans les centres-villes. C'est l'expérimentation spatiale. C'est la même chose, mais ça fait beaucoup moins rêver les gens. Et c'est là où vous voyez que tout est une question de récit, et je vais revenir tout à l'heure. Il faut que la relocalisation, il faut que les low-tech, ça soit excitant. Il faut que ce soit un récit enthousiasmant. Si ça ne fait pas rêver, les gens n'iront pas. Et des low-tech, on peut sortir plein d'innovations comme le four solaire. Le four solaire, c'est extraordinaire. 2 plaques d'inox, vous mettez ça sur le pont d'un bateau, puis ça monte à 160, 180 degrés en quelques minutes. Et vous cuisez vos légumes, parce qu'on mangera moins de viande, vous le savez, malheureusement, ou heureusement, à vous de voir. Et derrière, tout ça est hébergé par quelqu'un qui expérimente beaucoup, qui s'appelle Roland Jourdain. Mutualiser l'obsolescence programmée. Et que dans les 20 années qui ont suivi, on a formé les étudiants ingénieurs aux États-Unis à l'obsolescence et au futile. On en a fait un enseignement. Comment fabriquer des objets futiles? On ne leur a pas dit comme ça. On leur a dit que c'est le progrès. Et c'est devenu culturel, à tel point qu'aujourd'hui, une machine à laver, quand elle dure 8 ans, on est tout content. C'est chouette, elle a duré 8 ans. Vous vous rendez compte? Les premières duraient 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Centrale Nantes, par sa position d'école, de grande école ingénieure, en formant les étudiants en low-tech, a donné le ton national. Je vous assure que partout où je passe en France, des masters low-tech commencent à s'ouvrir. Toutes les écoles d'ingénieurs s'y mettent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 15 à 20 ans, ça ne sera plus le sujet. Ça sera la norme. Tous nos jeunes qui se forment aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs seront formés à l'économie de ressources, l'économie d'énergie, la bricole, le do-it-yourself, les low-tech. Et donc ça va changer inévitablement. Et si vous ne voulez pas l'accepter aujourd'hui, vous vous mettez en danger, parce qu'on n'arrête pas la mer avec les mains. Hein. La marée qui monte, on ne l'arrête pas. Et derrière ces projets, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une filière de nouveaux matériaux qui se met en place sur le territoire, que ce soit Kairos, toujours Roland et Sophie Jourdain, qui développent des matériaux biocomposés, biosourcés, pour essayer de remplacer les fibres issues de la pétrochimie. Ça peut être les filières lin-chanvre. On a de plus en plus de béton de chanvre, de panneaux en chaux chanvre qui sont développés, et le lin et le chanvre sont des matériaux extraordinaires. On a des gens qui travaillent sur le recyclage de la vase dans les ports. Vous avez suivi ça récemment, il y a un très bel article dans Ouest France qui m'a attiré l'attention. Comment faire des petits carreaux, des briquettes, tous les matériaux de construction dont on a besoin en dévasant les ports. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. On a un service portuaire, on a un service à l'humain, et en plus, on consomme pas d'énergie parce que c'est une réaction à froid. D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de cuisson. Voilà. Et puis en local, on a aussi des gens qui repensent le plastique. Ça, c'est dans le Morbihan, à Vannes. Cyr Duret, qui est un copain, il a créé Greenfib il y a quelques années. Greenfib, c'est des composants de granulés qui peuvent être extrudables, moulables. On en fait ce qu'on veut comme n'importe quel granulé plastique, sauf que c'est du végétal, issu de farine végétale, de calcaire et d'une plante qu'on appelle le rilsan. Bien entendu, la seule problématique, c'est que le coût unitaire est plus élevé qu'un granulé de plastique pétrochimique. On est bien d'accord. Mais une fois encore, se pose la question de l'usage. Si le matériau ne représente que 2% du produit fini, on peut mettre 30% de plus sur le prix, ça ne changera rien. Si c'est 80% du produit fini, ça ne passe pas, bien entendu. Et le dernier exemple que je vais vous montrer sur ces entreprises qui essaient de relocaliser, de faire du do-it-yourself, d'être dans un triptyque environnemental, rentabilité et sociétal, ce n'est pas breton, mais les Bretons l'utilisent beaucoup, c'est les combinaisons néoprène. Et les combines néoprène, c'est une catastrophe environnementale.
Je vous dis ça, je suis le premier à les consommer. J'ai toujours fait des sports nautiques depuis ma plus tendre enfance et je continue. Le néoprène, c'est fabriqué en Malaisie généralement, en Indonésie, dans des conditions environnementales dont il ne vaut même pas savoir comment ça se passe. C'est une catastrophe pour les eaux et la qualité de l'air. Et il y a des gens, des passionnés de surf, à La Rochelle, Sorousse, qui se sont dit comment on peut faire un néoprène de qualité. Et il n'y a que 3 solutions. La première, c'est Patagonia. EVA, c'est très cher. Vous avez payé 650 € votre combinaison. Ce n'est pas pour monsieur tout le monde, malheureusement. Et puis la deuxième solution, c'est la méthode japonaise qu'on appelle le limestone. On prend de la poudre de calcaire qu'on va mélanger à la poudre de carbone des pneumatiques usagés. Et en nettoyant ces pneumatiques, en les broyant et en mélangeant ça à du calcaire, c'est une pâte qui ressemble à du néoprène. Et chez Sorousse, on dit que c'est une bonne idée, ce néoprène issu de calcaire et de pneumatiques, mais il ne faut pas prendre du calcaire issu d'une carrière avec de la poussière des camions. Il faut qu'on aille chercher du calcaire naturel. Et leur idée, ça a été quoi ? Ça a été d'aller récupérer les huîtres. On est à La Rochelle, donc les fameuses marraines d'Oléron, il y a des huîtres. Une fois qu'elles ont été consommées, il y en a beaucoup en Bretagne, une fois qu'elles ont été consommées, ces huîtres, on les broie. On fait de la poudre de calcaire. Du pneumatique usagé, il y en a partout. De la poudre de carbone, du filet de pêche qu'on récupère dans l'océan, comme ça on nettoie l'océan. Ça fait du fil nylon. Les bouteilles plastiques qu'on peut récupérer partout, dans nos campagnes, sur les rivages. Du fil fin, de l'eau, ils ont une combi 100% issue de déchets industriels ou de déchets naturels. C'est beau. Ce qui est plus beau, c'est pas tant le concept, ça c'est de l'éco-conception, c'est qu'ils vont plus loin. Et c'est en ça que pour moi, Sorousse est une entreprise inspirante pour demain, c'est qu'il n'y a pas de brevet, tout est en open source. Pourquoi ? Parce que la mission de Sorousse, c'est pas de devenir le leader mondial de la combi en néoprène propre, c'est de changer le monde du surf. Et s'ils veulent changer le monde, il n'y a pas 50 ans devant nous. Il faut aller très très vite. Et pour aller très très vite, il faut que les géants du secteur s'appuient sur la technologie qu'eux ont inventée. Donc il faut l'offrir. Ils touchent quelques royalties, 1 ou 2%. Et c'est pour ça qu'ils écrivent, vous voyez, c'était en 2020, nous sommes heureux de mettre cette innovation à disposition des marques importantes du marché. C'est une grande fierté d'apprendre qu'une majeure s'appuiera sur notre technologie dès l'hiver 2020. Il faut que les grands changent. On ne pourra pas avoir un effet de masse sans des très grandes entreprises qui s'approprient ces technologies. Et ça, c'est puissant parce que ça veut dire qu'ils renoncent à un développement économique, ce qu'on appelle une croissance facile, pour servir la mission. Ça, c'est la meilleure preuve de l'engagement. Une entreprise qui est capable de renoncer à une croissance économique facile parce que ça ne se fait pas, parce que ça ne se justifie plus, elle donne la meilleure preuve de son engagement à tout ce qu'on appelle ses parties prenantes, ses collaborateurs, ses salariés, ses clients, la collectivité. C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'on passe d'un paradigme où il fallait croître à tout prix à un paradigme où il faut être utile, il faut régénérer, il faut contribuer, il faut être utile au monde à tout prix. Et ça change tout. C'est par là que ça passe, la relocalisation. Et derrière, ça m'amène à quoi ? Ça m'amène à une autre analyse, c'est que l'entreprise de demain, celle qui aura sa place dans l'économie qui est en train de naître, parce que, vous savez, quoi qu'il se passe, cette économie, elle va naître. On est dans un entre-deux-mondes. On a du mal à y croire parfois que ça va jaillir, mais ça va jaillir inévitablement, parce qu'on peut prendre la réciproque inverse. J'aurais pu passer 1 heure sur l'état des lieux. L'état des lieux nous amène de toute façon à une dislocation. Ce n'est plus possible. On a atteint les limites. Donc ça va changer, inévitablement. Et il faudra que l'entreprise soit contributive et qu'elle renoue avec la notion de bénéfice, mais bénéfice au sens latin du terme. Bénéfice en latin, c'est beneficio. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de latin en 6e ou beneficio, c'est les bienfaits. Donc quels sont vos bienfaits ? C'est ça la question. C'est quoi vos bienfaits ? Sur vos bénéfices financiers, c'est facile. On peut tous regarder la dernière ligne du compte de résultat. Ça, c'est simple. Par contre, quels sont mes bénéfices environnementaux ? Quels sont mes bénéfices sociaux, sociétaux ? Quels sont mes bénéfices économiques ? Et l'ensemble donnera le bénéfice net consolidé. Ça, c'est beau. Ce qu'on appelle la triple comptabilité, la compta universelle. Je ne rentre pas dans le sujet. Il faut y passer beaucoup plus de temps. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a une problématique aujourd'hui sur le territoire, et pas seulement, mais sur le territoire en Bretagne, parce que l'immobilier est devenu très cher, c'est qu'il faut attirer des jeunes, les fidéliser et les loger. Les attirer, on n'attirera pas les mouches avec du vinaigre. Moi, j'en suis intimement convaincu parce que je donne des cours à l'Université de Nantes, je donne des cours à Centrale Nantes, je côtoie beaucoup de jeunes. Il est plus brillant. Il ne faut pas dire tous les jeunes, parce qu'il y a autant de jeunes que de vieux. Il y a des vieux réacs et il y a des vieux progressistes. Il y a des jeunes, pareil, qui sont... Voilà. Et je reviens à mes moutons. Et du coup, comment on va les attirer, ces jeunes ? On va les attirer en leur donnant du sens dans leur vie, et le sens aujourd'hui passe par la réparation de la biosphère. Parce qu'autant, dans la salle, on a tous
La moyenne d'âge, je dirais 40-50 ans à vue d'œil. Hein. Il y a des plus jeunes, mais il y a des plus vieux. 40-50 ans moyenne d'âge. Et donc on est issu d'un monde où on voulait faire carrière, entre guillemets. On se projetait dans un matérialisme et une progression sociale. Aujourd'hui, quand vous avez 20 ans, vous allumez la radio, outre la politique quotidienne, je passe, on n'en parle plus. Vous allumez la radio, vous entendez quoi? Climat, sécheresse, 50 degrés en Inde, une planète qui est en train d'étouffer. Et vous avez une grosse partie de la jeunesse mondiale et surtout occidentale qui est éco-anxieuse. Ils ont peur. Ils ont le trouillomètre à zéro. C'est la première génération à qui on dit l'humanité va peut-être disparaître de cette planète. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Moi, on ne me disait pas ça à 20 ans. Moi, à 20 ans, je faisais une prépa, une école de commerce, et puis j'ai le monde devant moi, je ferai ce que je veux. Oui, il y avait des risques, il y avait le sida, il y avait des conflits, il y avait des mauvaises nouvelles, bien sûr. Mais l'humanité n'était pas en survie, elle n'était pas sur le fil du rasoir. Là, c'est la première génération qui est née avec l'information quotidienne qui leur coupe le moral et qui leur fait peur. Et c'est normal qu'ils aient peur. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont attendre de la société? Qu'on leur propose un avenir, des solutions. Ils sont lucides. On a été lucides. Ils sont lucides. Mais ils veulent agir. Pourquoi ils veulent agir? Parce que l'action rassure. Et l'action, ça donne foi en l'humanité. Parce que dès qu'on agit, on se rend compte qu'on fait des trucs incroyables ensemble. Il y a un potentiel de rebond incroyable, un potentiel d'innovation incroyable dès lors qu'on se met en mouvement ensemble. Et ces jeunes, donc, il va falloir leur proposer des activités qui sont contributives, régénératives, vous appelez comme vous voulez, on parle tous de la même chose. Et c'est symptomatique. Je ne sais pas si vous connaissez le Réveil écologique comme mouvement étudiant. C'est un mouvement qui a été créé il y a 6 ans, en 2018, sur Facebook au départ, 30 000 signataires d'un manifeste. Et aujourd'hui, c'est une association d'étudiants qui devient européenne. Et ça, c'est la page d'accueil de leur site. Ils ne croient plus dans le modèle économique actuel. Alors si on les recrute en leur disant « Viens chez moi, 2030, c'est plus de 30% de croissance », ils vont vous regarder avec des yeux exorbités, en souriant qu'on est là, en disant « Ok, moi je vais voir chez le voisin, parce que lui me propose de régénérer la vie, de construire quelque chose, de trouver une solution utile à mon territoire, et donc à moi et à mes enfants. » Voilà, il n'y a pas photo. Si on n'est pas capable de dire en 2 mots quelle est notre mission, quelle est notre utilité, on recrutera de moins en moins. Donc il faut vraiment aller vers ça. C'est pour ça que ce n'est pas du tout une option. Et sur leur site internet, vous irez voir, il y a ce petit pavé bleu là, vous voyez, une entreprise qui n'arrive pas à recruter est vouée à l'échec. Donc ils ont bien compris. Là, je parle d'étudiants de grandes écoles. C'est pas pour faire de l'élitisme. Hein. Pourquoi je parle d'eux? Parce que les grandes écoles, c'est la relève. C'est les élites de demain. Quand les élites ne croient plus dans le modèle économique et politique, dans l'armée, on qualifie ça comment quand les officiers supérieurs ne suivent plus leurs généraux? Les militaires, ils appellent ça une mutinerie. Sur les bateaux, on appelle ça une mutinerie. Mais on est en train d'assister au début de la mutinerie des élites qu'on forme dans les écoles. C'est intéressant, ça, comme signal faible. Parce que dans 10 ans, ils auront commencé à prendre le pouvoir, inévitablement. Et c'est là où les choses vont se transformer. Et alors, comment on les fidélise? Parce qu'il y a l'idée, ce qu'on leur propose, le projet, la mission, la contribution, l'entreprise, son utilité. Mais après, le problème qu'on va avoir sur le territoire, c'est les loger. Toute la côte est devenue extrêmement chère. Je parlais récemment avec la responsable du département Loire-Atlantique qui s'occupe de l'assistance aux personnes âgées, de l'aide aux personnes âgées. Comment on fait pour faire travailler des gens avec des salaires précaires sur la côte, où là, ils ne peuvent pas se loger, où il faut faire des allers-retours en voiture toute la journée, 50 km aller, 50 km retour, plus des enfants en bas âge, ça devient ingérable. Et c'est là où il faut peut-être s'inspirer d'exemples. Alors, aucun de mes exemples est parfait, hein, vous l'avez bien compris, c'est juste des idées, parce qu'on est tous perfectibles. Mais il y a un exemple que j'aime bien, ce qu'on appelle les bigoudin makers, c'est pas très loin à Pont-l'Abbé. Je trouve ça intéressant, la démarche. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent des lieux qui sont en voie d'être abandonnés ou abandonnés, des anciens hôtels. Ils les régénèrent. Ils ont 183 actionnaires du territoire, hors territoire, qui investissent dans leur coopérative. Il n'y a pas de but lucratif. Le but, c'est de redynamiser le territoire en faisant un tiers-lieu. Un lieu où on peut venir travailler, manger, boire un coup. Et des chambres pour loger des saisonniers ou des gens sur une durée de 10 à 11 mois, le temps qu'ils trouvent leur ancrage local. Par exemple, ça, c'est la ferme du relais Bigoudin à Plomeur. Voilà, on peut être logé durant l'été ou durant 11 mois, le temps de trouver un ancrage local. Ça, c'est des choses intéressantes. Et en discutant, quand on a préparé la réunion avec l'équipe, m'est venue l'idée, on a su créer des groupements d'employeurs au niveau local. Et la Bretagne, il y a beaucoup de groupements d'employeurs qui marchent très bien. Pourquoi on ne créerait pas des groupements d'investissement foncier immobilier? Voilà, des fonds où les entreprises rachèteraient, construiraient, en low-tech bien sûr, et en durable, pour pouvoir loger une partie de la main-d'œuvre. C'est un peu Michelin, hein, on est d'accord, hein, mais il n'y a pas que du mauvais dans Michelin. Il s'occupait de ses salariés. On va peut-être avoir le choix. Enfin voilà, ça c'est des idées que je lance comme ça à la volée. Dernière partie de cette intervention, parce que le temps passe, encore 10 minutes, c'est presque fini.
c'est que pour sortir par le haut de cette impasse tragique dans laquelle on s'est fourvoyé et on est en train de s'enfoncer, il faut qu'on fonctionne à nouveau avec l'écosystème et qu'on crée un écosystème humain qui va collaborer avec l'écosystème biosphérique. Et la résilience, en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout statique. La résilience repose sur une dynamique permanente. C'est le mouvement, la résilience. La nature ne s'arrête jamais d'innover. Le monde végétal, le monde animal est sans cesse en amélioration, en expérimentation. Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de trucs qui ne fonctionnent pas. Mais à l'arrivée, il trouve toujours une solution. C'est qu'il lance des innovations tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça m'amène à revenir sur c'est quoi un écosystème. Parce qu'on balance ça comme ça, l'économie écosystémique, oui, l'écosystème. Juste 2-3 notions de base. Je me suis replongé hier dans les écrits de Gauthier Chapelle, que vous connaissez peut-être, qui est l'un des spécialistes du biomimétisme. Et Gauthier Chapelle redéfinit dans un livre de Schutten, qui est un architecte du vivant, qui est magnifique, un magnifique livre où il fait des villes biophiliques, etc. Il redéfinit ce qu'est un écosystème. Donc un écosystème, c'est quoi? Il y a 4 notions. L'émergence. L'écosystème est la résultante de l'ensemble des parties. Une partie seule ne peut rien faire. C'est l'ensemble des parties qui créent des liens et c'est l'ensemble qui crée l'écosystème. Tout le monde contribue à l'écosystème, dans son intérêt bien compris et parce que c'est le fonctionnement de la nature. Tout est écosystémique. Deuxième chose, c'est la notion d'homéostasie. Et là, ça ramène à la relocalisation. Cette capacité à maintenir une stabilité tout en restant ouvert au flux de matière, à l'énergie et aux informations qui circulent. Ça, l'homéostasie, c'est vraiment ce qu'on doit viser au niveau territorial. Comment rester stable économiquement, socialement, face à des aléas climatiques, des aléas économiques et sociaux qui vont nous arriver dessus. Retrouver son homéostasie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, il y a une autorégulation via ce qu'on appelle des rétroactions négatives, c'est-à-dire que quand la température d'un étang monte trop, il y a des systèmes biochimiques qui se mettent en place pour faire rebaisser la température. Ça, c'est les rétroactions naturelles, c'est un thermomètre. La température corporelle, il y a un virus, vous montez à 40, 42 degrés, et vous redescendez. Homéostasie. Quand il s'agit de curseurs positifs qui amènent une amélioration, on appelle ça la complexité, ces éléments de rétroaction positive permettent au système de s'améliorer et de créer un autre système supérieur, encore plus résilient. C'est quoi ça, au niveau de l'humain? C'est le changement de civilisation. Notre civilisation touche à sa fin. Si on enclenche des rétroactions positives, qu'on se pose des questions sur les low-tech, la relocalisation, le faire autrement, se développer autrement, qu'est-ce qui va aboutir de tout ça? Normalement, une montée, on ira vers une civilisation beaucoup plus réconciliée avec la nature, beaucoup plus performante et beaucoup plus stable avec une meilleure homéostasie. Ou alors, on éclatera le système en une multitude de sous-systèmes, interconnectés les uns les autres, mais ce ne sera pas forcément supérieur, ce sera de la survie. Et puis enfin, il y a la panarchie. Alors, ce n'est pas un joli mot, la panarchie. Mais la panarchie, c'est le fait que, dans la nature, il est évident que tout est sous-système d'un sursystème en étant le sursystème d'un sous-système. Ce n'est pas du Raymond DeVos, c'est la nature. L'être humain n'est qu'un système, qui est un sursystème de ses organes, qui sont des sursystèmes de ses molécules, qui sont des sursystèmes de ses atomes, et ainsi de suite. Et on est un sous-système de la Terre, de la biosphère, parce que je vous rappelle que l'être humain émane d'où? On est de la poussière d'étoiles et la poussière de la Terre, c'est tout. On est des molécules, des atomes de la Terre qui jaillissent et ça donne cette vie. Donc on est le sous-système, et cette Terre est elle-même un sous-système de la galaxie, qui est un sous-système de l'univers. Il y a peut-être des millions d'univers. C'est des poupées russes qui s'emboîtent parfaitement. C'est ce qu'on appelle un écosystème stable. Et puis de temps en temps, il y a un système qui se croit plus malin que les autres, c'est l'être humain. Il veut jouer solo. Il néglige le sous-système, il maltraite le sursystème. Qu'est-ce qui va se passer? On rentre dans le chaos, la vibration. Et la question, c'est quid de l'être humain dans 100 ans? Est-ce qu'il est encore là ou pas? Parce que la chaîne de vie, elle va se refermer. On retrouve un point d'équilibre, inévitablement, avec ou sans l'humain. Donc il faut se poser ces questions-là aujourd'hui, et cette humilité. Et cette humilité, c'est reprendre notre juste place, comprendre qu'on n'est qu'un maillon d'une chaîne de vie et qu'on a un devoir moral d'agir sur le sous-système et le sursystème, parce que nous, on est peut-être la seule espèce qui le sait consciemment. Je veux dire peut-être, ça c'est un autre débat. Alors maintenant, quelles sont les attitudes qu'on développe dans un écosystème? Parce qu'un écosystème, il est fait de plusieurs attitudes. Et on va voir laquelle est la plus performante. La première attitude, c'est ce qu'on appelle la coexistence, une sorte d'indifférence. Une espèce coexiste avec une autre. Voilà, le zèbre et l'autruche. Ils vont se retrouver à côté d'une mare, ils vont boire, mais ils ne vont pas s'attaquer. Parce que le zèbre n'est pas le prédateur de l'autruche, et donc ils coexistent. Ça donne quoi? C'est neutre. Voilà. C'est pas avec ça qu'on va changer le monde. Mais au moins, ils ne se tapent pas dessus. C'est déjà pas mal. Mais ils sont neutres. Il y a une autre
façon d'aborder l'écosystème, c'est ce qu'on appelle alors c'est de la biologie ça, le commensalisme. Le commensalisme, c'est qu'il y a une espèce qui rend service à l'autre, et pour l'autre, sa présence est neutre. Le petit poisson pilote, il mange les déchets de la nourriture du requin, il se nourrit de ce que lui laisse le requin. Le requin se fout éperdument dans le poisson continu, ça ne le gêne pas. Et l'autre est très content. Donc il y a une espèce qui en profite. C'est pas mal. Il y a un comportement très humain, la prédation ou le parasitisme. Est-ce que l'être humain est un prédateur? Oui, on est le super prédateur, on est le meilleur prédateur de tous les prédateurs, parce qu'on n'a même plus peur d'un requin blanc, ni d'un lion, ni d'un tigre. On a réussi à les dominer, les exterminer, les maltraiter, on n'a plus peur du tout. Donc on est vraiment l'espèce la pire. Hein. Comme disait l'autre jour un article dans Le Monde que j'ai trouvé sympa, si je trouve ça juste, une femme préfère rencontrer un ours dans la nature que rencontrer un être humain. Et je suis assez d'accord. Parce que les prédateurs masculins, il y en a beaucoup. Et l'ours, finalement, il n'est pas si agressif que ça. Je passe. Et derrière, ça, c'est la position humaine aujourd'hui qui fait peut-être une grande partie d'adeptes, c'est le parasitisme ou la prédation. Et ils se mettent en danger parce qu'en fait, c'est très violent et ça détruit l'écosystème. Et puis la posture qu'on a beaucoup développée récemment aussi dans le monde occidentalisé moderne, par nos modèles économiques compétitifs, c'est la compétition. Et bien sûr, la compétition fait partie de la vie. Dans une forêt tropicale ou une forêt quelconque, les arbres sont en compétition pour la lumière. On est d'accord ? Les êtres humains sont en compétition entre les territoires, entre nous, entre pays, entre nations. Tout le monde est en compétition. Sauf qu'il y a une chose que l'être humain n'a pas compris. C'est que quand les arbres sont en compétition, c'est pour en sortir le plus vite possible. C'est toute la nuance. C'est que la compétition n'est pas un but, c'est un moyen d'atteindre un état d'harmonie, d'apaisement qu'on va appeler la collaboration. La compétition, c'est très énergivore. C'est pour ça que la nature n'est pas très compétitive. Elle l'est, parce qu'il faut pousser, il faut aller chercher la lumière. Mais ça demande tellement de force, tellement d'énergie qu'il faut vite s'en affranchir. Et dès qu'on atteint la taille adulte, c'est la canopée dans les forêts, qu'est-ce qui se passe? Les arbres adultes redonnent du sucre, des oligoéléments à l'ensemble des arbres par réseau de mycélium qu'on appelle les champignons, pour nourrir la forêt, pour nourrir l'écosystème, car ma robustesse, ma résilience dépend de la force de la forêt. C'est ça le but de la nature. Et nous, l'être humain, on est dans la compétition, pour la compétition, pour la compétition, pour la compétition. On dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et à l'arrivée, pour aller où? On ne sait plus où on va, comme disent les Indiens Kogis. Vous allez où comme ça? On ne sait plus. Et donc, l'état naturel le plus performant et le plus épanouissant, c'est la symbiose, c'est la collaboration, c'est la mutualisation. On pourrait parler de symbiose industrielle, on peut parler de collaboration sur les territoires, de collaboration entre nous. C'est ça le sens de la nature. Et pour voir à quel point c'est ce qu'il y a de plus performant, une fois encore, les biologistes vous le diront, les plus grandes innovations biologiques naissent des symbioses et non de la compétition. Et le corps humain en est le parfait exemple. Je vous rappelle que le corps humain, comme tous les mammifères et tous les animaux qui peuplent cette planète, sont issus de la collaboration de 2 bactéries qui ont commencé à créer un micro-organisme différent, complexe, qui n'a pas de retour en arrière. Et depuis la nuit des temps, ces symbioses, elles se mettent en route tous les jours, pour notre santé, pour notre bien-être. Et ne serait-ce que dans l'intestin, le cerveau, c'est des milliards de bactéries qui collaborent en permanence. Collaborer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition ponctuelle. Hein. Une fois encore, ce n'est pas l'un ou l'autre, vous l'avez compris. Il peut y avoir une compétition spontanée, temporaire. Mais le but, c'est de sortir de la compétition. On ne vit pas en état de fièvre à 40 degrés toute l'année. C'est ponctuel, cette compétition entre une bactérie nocive, pathogène, et une bactérie positive. Très vite, on essaie de revenir à l'homéostasie. C'est ça le sens de l'histoire. Et c'est ça que l'économie doit viser. On dépensera moins d'énergie, on sera plus économe en matières premières et on sera plus efficace. Tout ça ne fonctionnera que si le récit est enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on n'emmènera pas les entreprises, on n'emmènera pas les collectivités locales dans une relocalisation, dans des low-tech, dans des économies d'énergie, dans l'inverse de la compétition, j'ai envie de dire, dans une émulation positive, si c'est un discours arriéré, has-been et pas enthousiasmant, ça ne marche pas. Et vous savez que les utopies, c'est quoi? C'est un mot qui est mal utilisé, parce que l'utopie, c'est atopos. C'est un lieu qui n'existe pas encore. C'est une idée qui n'a pas encore de lieu, elle n'est pas encore matérialisée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera jamais. C'est qu'elle ne l'est pas encore. Mais il y a impossible. Et une utopie, ça conditionne notre façon de voir le monde. En fait, il faut que la relocalisation devienne un récit structurant de la société. Il faut que ça fasse envie. Regardez le passé récent. Pourquoi les hommes et les femmes se sont mis à fumer autant
ces 100 dernières années. Parce qu'il y a un soft power qu'on appelle Hollywood, la petite lucarne, et un homme viril, il fume. Humphrey Bogart, John Wayne, etc. Et donc la cigarette est devenue un signe de virilité. Mais c'est que des histoires, c'est du pipeau, ça. C'est que du récit. Ça aurait pu être de sucer une choupa-choupe. Hein. Ah oui, il aurait une sucette à la bouche, John Wayne, ça changeait tout. Ça changeait tout. Ça, c'est très important. Après, on a dit que l'électroménager allait libérer les femmes. Vous êtes contentes, mesdames. Grâce à Moulinex, vous avez gagné en liberté. C'est du récit. On sait bien que c'est n'importe quoi. Et puis, le dernier récit en date, il a à peine 20 ans, c'est le cloud computing. Voilà. Ces gros serveurs pourris qui consomment énormément. Enfin, je suis méchant, il y a des serveurs propres quand même. On va dire le numérique, où on stocke des données, c'est quand même du serveur brun. C'est des usines entières, des fermes informatiques qu'on essaie de refroidir avec beaucoup d'énergie. C'est pas du tout du cloud, hein, c'est pas du tout du nuage. C'est physique, c'est brun. Mais c'est le cloud, donc c'est génial, c'est le progrès. Tout ça n'est qu'un récit, et le progrès même, on pourrait en disserter pendant des heures, n'est qu'un récit. Et donc, avoir un récit positif, utopique pour emmener les gens, c'est la clé, parce que vous n'emmènerez pas vos équipes si ce n'est pas stimulant. Et il y a un monsieur qui a compris ça il y a très longtemps. C'est un exemple que vous devez connaître, c'est Interface Fleur, Ray Anderson. En 1995, Ray Anderson, il tombe sur un livre où il comprend que les responsables économiques seront jugés par leurs enfants pour crimes contre l'environnement, ce qu'on appelle un écocide, pour négligence. Et il dit à ses salariés en 1996, « Je ne veux pas aller en prison. Je vous donne 20 ans pour atteindre le zéro pollution. » Lui, il fait des moquettes. Dans les années 90, moquette dans les années 90, c'est pas du propre. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et en 20 ans, il donne un cap. Il est mort depuis longtemps, Ray Anderson, mais le cap est maintenu. Et depuis 20 ans, les salariés de Interface Fleur travaillent à supprimer la pollution. Ils n'ont pas encore réussi, parce que tout n'est pas possible. On n'a pas encore toutes les connaissances. Mais ils ont réduit énormément de déchets, et ça a galvanisé les troupes pendant 20 ans. S'il avait fixé un objectif, moins 20% de carbone en 2020, ils n'auraient rien changé. On éteint la lumière, on trie les papiers, on fait attention à nos transports. Mais on ne change rien, ce n'est pas radical. Quand vous dites objectif zéro pollution en 2040, personne n'a la solution aujourd'hui. C'est là que ça devient intéressant. Parce que ça crée de l'innovation, inévitablement. On n'est plus dans la gestion, on est dans l'innovation. Et toutes les innovations récentes de l'histoire de l'humanité, j'ai fini après, toutes les innovations récentes de l'histoire de l'humanité, ce sont des événements inattendus portés par des utopistes. L'avion. Le maréchal Foch, en 1914, déclare que c'est un gadget inutile qui n'aura aucun intérêt militaire. Bien vu. L'envoi des premiers astronautes. C'est une équipe de femmes qui a envoyé des hommes dans l'espace par des calculs mathématiques. Personne n'y croyait. Les congés payés. Ouf. Mettez-vous en 1930. Comment donner des congés à des ouvriers? Non mais ça ne va pas la tête. Ne pas faire travailler les enfants, début du XXe siècle? Mais on veut rigoler ou quoi? Non mais il faut se remettre dans l'histoire quand même. Hein. Il y a 100 ans, on faisait travailler les enfants, c'était normal. Hein. Le droit de vote des femmes, elles se faisaient cracher dessus les suffragettes. Internet, utopie, Aaron Swartz. Et puis le Fairphone, téléphone propre et est une utopie aussi. Tout ça ne sont que des utopies. Je terminerai sur un mot. Tout ce que je vous ai dit, ça vous paraît peut-être un peu inatteignable, un peu utopiste, sympathique, mais bon, moi le concret, c'est pas ça. Hein. Je ne vais pas y arriver, j'écoute, mais j'y crois pas trop. Rappelez-vous d'une chose. Le bourdon a un corps énorme et de toutes petites ailes. Techniquement, il ne peut pas voler. Pourquoi le bourdon vole? Parce qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas voler. Merci. Merci Yannick Roudeau. Vous allez rester avec nous. Alors on est normalement au bout du temps, mais tout ce que vous nous avez dit était absolument passionnant. C'était même un crève-cœur de vous couper. Est-ce qu'il y a quand même des questions, des réactions, des interrogations par rapport à ce que vient de dire Yannick Roudeau? Alors il a dit plein de choses, hein, je suis consciente, mais est-ce que quelqu'un a envie d'apporter, de contribuer Oui, monsieur, on va vous apporter un micro et puis... Bonjour, merci beaucoup pour ce moment inspirant. Vous avez parlé un petit peu du textile, mais il faut aussi dire que le retour du textile en Bretagne va permettre de participer à cela. Nous, on relocalise, vous en avez parlé brièvement d'une filature de lin, donc du côté de Pleyber-Christ, pour justement participer à cette idée. Mais j'ai une question, parce que là, vous partagez plein de belles initiatives, mais aujourd'hui, il y a quand même un frein en France qui est très fort, c'est le financement des projets innovants, en amorçage, qui partent de zéro.
où les banques sont frileuses, où les financeurs publics sont frileux, parce que lorsqu'on parle même de nouveaux modèles économiques, personne n'en a encore pris la conscience. Que veut dire les nouveaux modèles économiques? Alors, à votre avis, que faudrait-il pour que, justement, tout le monde revoie un peu sa copie sur la manière d'aider au financement des projets innovants? Il y a un enjeu culturel dont on a parlé, hein, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait une étincelle. Moi, je suis convaincu que cette nouvelle économie, ça va être comme la ruée sur les chemins de fer au 19e siècle, ce sera comme la ruée sur Internet dans les années 90. Il faut qu'il y ait cette bulle spéculative, entre guillemets, qui se crée, c'est l'envie d'en être. Là, on n'y est pas encore. Après, on a tous les financements publics, il y en a quelques-uns. Il en faut plus. C'est là où l'État doit faire des arbitrages. Le crédit impôt recherche et Total, je ne suis pas sûr que ce soit utile. Non, mais ils n'ont pas besoin d'argent, ils en ont déjà. Et peut-être l'allouer ailleurs. Et d'autre part, pour avoir travaillé dans le monde de la finance, ça bouge quand même lentement, mais ça bouge depuis 20 ans, que ce soit tout ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, les flux financiers. Alors, je sais que c'est que 4% des encours mondiaux, hein, BlackRock n'est pas un financeur socialement responsable encore. Ça bouge un peu, et puis toutes les normes comptables, la CRDS, etc., vont pousser sûrement à ce qu'on prenne un peu plus en compte ces critères-là. Il faut espérer que ça vienne, mais je pense que l'enjeu est culturel avant tout, et puis de remettre l'argent à sa place. Et ça, c'est un changement de civilisation. Et pour des gens comme vous qui œuvrent à ce que ça se transforme, il va falloir tenir bon, en fait. Parce que je connais plein de gens, 1083, par exemple, c'est des copains. Je sais que c'est dur. Ça fait longtemps qu'ils sont partis, c'est dur. Ils ont beau faire des jeans de qualité, etc., made in France, c'est dur. Et se pose la question du financement. Donc il faut tenir, parce qu'il y a de très belles initiatives qui disparaissent en ce moment partout en France, et c'est dommage. Des gens qui sont partis en 2010, 2015, qui ont créé des trucs superbes, et c'est en train de couler, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc voilà, c'est une question à la fois politique et culturelle. Et parce que peut-être aussi, en bout de chaîne, le consommateur n'est pas toujours prêt Oui, à... alors, tout à fait. Et c'est là où je parle de culturel. C'est-à-dire que tant qu'on fait la promo de Shine avec des t-shirts déchirables à 2 euros, on ne s'en sortira pas, quoi. Il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. C'est de l'esclavagisme moderne avec un impact environnemental catastrophique. Il faut arrêter, quoi. Mais il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer. Je crois qu'on avait quelques Monsieur. personnes qui avaient levé la main. Redites-moi où. Ah, monsieur, pardon. Bonjour, merci pour tous ces éléments. Moi j'avais une petite question, quel est le réel impact de ces initiatives locales, françaises, européennes, contre les masses qu'il y a en face de nous, comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, même certains pays d'Amérique du Sud. Réellement, est-ce qu'il y a un impact et est-ce qu'on va réussir à faire changer les choses? Parce que là, où est-ce qu'on en est? Enfin, je ne vois pas trop l'issue. Oui. Alors je comprends parce que je passe ma vie avec des dirigeants d'entreprise à l'APM, à GERM, au CJD, c'est mon quotidien. Donc je vois bien les contraintes et je suis très réaliste. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour que ça change. En face, on a des gens qui ne sont pas du tout dans la même vision du monde. Alors deux choses, c'est quoi l'intérêt de ces initiatives? C'est l'espérance. C'est que ça redonne espoir. Et ça, on a besoin de nourrir la jeunesse d'espérance. Après, le fait que ce soit même anecdotique, je vous rappelle que la Déclaration des droits de l'homme, c'est des gens sur une table avec des plumes, un jour, qui ont commencé à écrire quelque chose. Ils n'auraient jamais imaginé que ça fasse le tour du monde. Ça n'a pas fait le tour du monde, mais ça fait quand même, ça a convaincu beaucoup de pays. C'est un peu la même chose, il faut bien que ça démarre de quelque part. Et si la Bretagne peut être le territoire qui a l'initiative de ces transformations, qui est le berceau d'accueil de beaucoup d'entreprises qui sont dans la relocalisation, et qu'on se dise dans 20 ans, 30 ans, waouh, finalement ça a rayonné, ça a inondé de manière virale, ce serait un très beau cadeau. Et en fait, le réalisme nous empêche d'y croire, mais l'histoire nous donne envie d'y croire. Pourquoi? Je suis passé vite, mais c'est un livre que j'ai écrit. L'histoire n'est qu'une succession de phénomènes inattendus et improbables. Le probable se réalise rarement, c'est l'inattendu qui surgit souvent. Et ça veut dire quoi? Que le monde de demain, c'est certainement pas la pollution, la production de masse et l'esclavagisme moderne. C'est pas du tout... qui est pourtant l'économie dominante aujourd'hui, on est d'accord. Mais c'est pas ça l'avenir, c'est sûr, c'est une certitude. Et je sais que c'est difficile de croire à des initiatives aussi anecdotiques au niveau mondial, mais rappelez-vous, encore une fois, c'est l'histoire qu'au IIIe siècle, l'Empire romain est maître du monde. Et les sénateurs romains règnent sur l'Europe, l'Asie mineure, une grande partie de l'Afrique depuis 700 ans. Rien n'arrêtera le Sénat romain. Rien ne déboulonnera le Sénat romain. Et pourtant, 100 ans après, le Sénat romain est un tas de cailloux. Et une autre civilisation est apparue qu'on appelle la chrétienté en Europe. Et tout a changé. Pourquoi? À l'aune de surgissement d'événements inattendus. Je ne vais pas revenir dessus, c'est un autre sujet. Mais c'est ça la note d'espoir. C'est-à-dire qu'en allumant des mèches, on crée un champ des possibles. Si on se résigne, et je sais que ce n'est pas votre position, mais si on se résigne à constater que ça ne marchera jamais, c'est foutu. À ce moment, on va droit dans le mur, tout s'effondre, et puis vous dites à vos gosses, dommage, le Nutella, c'est trop bon.
Non, mais en fait, je sais bien qu'on n'a pas le temps, mais ce que nous enseigne l'histoire, c'est qu'on a des ruptures et des bifurcations extrêmement radicales et brutales que personne n'avait anticipées. Et en 2-3 ans, il peut se passer des choses incroyables. Je reviens sur l'histoire française. La Révolution française, en 1787, personne n'y croit. 1792, on est déjà dans la terreur blanche. Il n'y a pas que du bon, vous voyez. Mais tout a changé en 4 ans. Peut-être qu'en 2030, le monde aura changé. À l'aune de quoi? Je ne sais pas. Une éruption solaire, plus d'électronique, terminée. L'inattendu. Mais oui, l'inattendu. Une pandémie, malheureusement, qui tuerait 2 milliards d'humains, l'économie mondiale, elle est à plat. Il n'y a plus d'économie, on repart sur la base. Une rupture technologique, l'énergie libre, gratuite, plus de pétrole, plus de gaz naturel, boum, c'est parti. Voilà, tout est possible. Donc, et l'inattendu surgit quand on crée les conditions de son surgissement, donc par l'action. Il y a un monsieur là-haut qui lève la main depuis longtemps. Ouais, alors, le problème, c'est que bon. Ou alors, vous parlez très fort. Merci. Un peu moyen, mais on vous amène un micro, rassurez-vous, et ce sera notre dernière intervention. Après, je rassure tout le monde. Voilà, Yannick Roudeau reste avec nous. Et j'ai amené quelques livres pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à soutenir les TPE locales. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les exemples et toute la présentation. Vous venez de dire que vous parlez beaucoup avec les grands industriels, ou en tout cas les grands chefs d'entreprise. Ma question, c'était comment ils réagissent face à ce que vous leur dites, parce que c'est assez chouette de voir quelqu'un comme vous qui parle de bifurquer, qui parle de grosses ruptures avec une certaine aura qui fait que vous passez sûrement pas pour un rêveur dans le mauvais sens du terme. Merci. Alors, je côtoie quand même beaucoup plutôt PME, ETI que le CAC 40. Parce que le CAC 40, généralement j'ai accès au deuxième niveau, pas au number one. Le président du CAC 40, généralement, il a d'autres chafouettés qui rencontrer quelqu'un comme moi. Par contre, je suis intervenu au niveau politique, au niveau du 16, il y a quelques années pour François Fillon. Et ce que j'en ai retenu, c'est que ce n'était pas le sujet, quoi. C'était pas le sujet à l'époque. Maintenant, oui, comment ils reçoivent mon propos? Alors, effectivement, je pense que pour parler de ces sujets-là, il faut bien maîtriser le modèle économique. Moi, j'ai eu la chance de passer 15 ans dans le journalisme économique et financier. Donc, j'arrive pas qu'une casquette d'écolo en disant faut sauver les papillons, faut sauver les abeilles, faut sauver les ours polaires, parce que là, ils ont de l'urticaire. C'est leur démontrer que de toute façon, on n'a pas le choix. Économiquement, ce système est moribond. Voilà. Et donc, ils le reçoivent de mieux en mieux. Et je vais vous donner l'exemple de l'APM, qui est une association dans laquelle j'interviens depuis 20 ans. Il y a 10 ans, sur ce sujet-là, j'avais du mal. C'était compliqué. Des réactions parfois agressives. Et puis, depuis 4-5 ans, les réactions sont plus agressives. À 99%, il y a toujours 1% de réfractaires, mais la plupart des gens sont ouverts. Beaucoup de dirigeantes et dirigeants ont compris qu'il y avait un problème, qu'il fallait s'en emparer et trouver des solutions. La problématique maintenant, c'est comment on fait. Et le comment, malheureusement, il n'y a pas de réponse miracle pour tout le monde. Moi, je n'ai pas la réponse pour toutes les entreprises. Le comment, c'est se mettre en mouvement, c'est collaborer, c'est ouvrir son écosystème, discuter avec un maximum de gens sur le territoire et essayer de voir ce qui va sortir de tout ça. Mais il y a une appétence, il y a une envie d'agir parce que je pense que dans la salle, pour les gens les plus âgés, ils ont des enfants de 15, 20 ans, 25 ans qui les questionnent. Et toi, papa, maman, vous faites quoi dans la vie? Vous participez à cette transformation? Et ça fait changer les adultes. Et c'est pour ça que je suis optimiste, il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer. Maintenant, ce n'est pas simple. Et si on attend la feuille de route, on ne démarrera jamais parce qu'il n'y a pas de feuille de route. Il y a des gens qui essayent de tracer des feuilles de route, mais c'est bien, mais on sait que de toute façon, ça se passera de manière inattendue, ce sera des bifurcations. Donc la seule solution, c'est se mettre en mouvement et être disponible au surgissement de quelque chose qui va jaillir. Voilà, c'est tout. Voilà. On sait où on va, mais on ne sait pas comment.